Merci beaucoup. Et pour ne pas perdre du temps, je passe la parole à... On reste toujours en France, politique plus vaste peut-être. On passe de la Bretagne à la France. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais déjà vous remercier et remercier l'organisation pour avoir retenu ma proposition. Alors, je vais essayer d'être brève, concise, alors qu'il y a énormément de choses à dire sur la politique linguistique française. Donc la France est un pays officiellement monolingue, selon l'article 2 de la Constitution, puisque la langue de la République est le français. Et pour le compte, c'est d'ailleurs un cas extrême d'une nation totalement identifiée à une langue et qui, en outre, défend l'intégrité de cette personnalité dans tous les aspects de la vie sociale. Macaire relève d'ailleurs que pour une large majorité de Français, le monolinguisme est la norme. Pourtant, les sociologues et les sociolinguistes observent que se développe un contexte multilingue de plus en plus important en France, en France, qu'elle soit métropolitaine ou dans les territoires ultramarins. Donc, par son héritage historique et avec 7 millions d'immigrés vivant en France en 2022, ce qui représente à peu près 10% de la population française, la France est riche d'un large patrimoine linguistique qu'on appelle aussi les langues de France. Donc, du point de vue politique, la langue française est dotée d'une mission culturelle et sociale, ce qui laisse peu de place au plurilinguisme. La sphère politique régissant les institutions, en dépit des alternances gouvernementales, l'institution scolaire applique ce qui a été décidé dans une très forte continuité. Donc la politique scolaire française demeure en tension en fait entre deux logiques. D'un côté, l'institution promeut le plurilinguisme, mais de l'autre, les conditions de sa réalisation sont peu ou pas effectives et varient selon les territoires. Donc, bien que la délégation générale à la langue française et aux langues de France ait montré que les langues ne sont plus cantonnées à un espace, la notion de répertoire linguistique pluriel reste en réalité circonscrite à la géographie des territoires. Conséquemment, les pouvoirs publics émettent des préconisations dans un contexte homoglotte. Le Conseil constitutionnel, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, a d'ailleurs réaffirmé le caractère exclusif de la pratique du français à l'école le 17 juin 2021. Alors cela se traduit par des modalités hétérogènes d'enseignement des langues et cultures étrangères et par une place accordée aux langues dites régionales, dépendantes de lois ordinaires non constitutionnelles, toujours dans une vision cumulative des langues. Et quant aux langues dites minoritaires, elles sont clairement exclues. L'enseignement du français langue seconde, le FLS, cristallise, me semble-t-il, toutes ces problématiques. Et c'est pourquoi je propose d'évoquer dans cette communication le plurilinguisme dans l'espace éducatif en France à travers des zones de fracture entre préconisation et réalisation. Donc mon intervention sera organisée en deux temps. D'abord, on verra très rapidement les langues enseignées, les langues d'origine dites minoritaires et les langues régionales, donc le plurilinguisme face à un enseignement morcelé. Et je reviendrai ensuite très brièvement sur l'enseignement du FLS que j'associe que j'imagine comme une cristallisation des problématiques linguistiques et sociales. Alors, si la politique linguistique éducative française est interdépendante de décisions européennes, le principe de subsidiarité prévaut.
Des études, des rapports montrent que la France introduit l'apprentissage de la première langue étrangère à l'école de plus en plus tôt, entre 6 et 8 ans, et offre un choix finalement plus varié que la tendance générale, et que la France a également mis en action un programme tendant à l'équité entre les apprenants. Pourtant, la prépondérance de l'enseignement de l'anglais est écrasante dans l'ensemble des académies françaises. Plus de 90% des élèves de primaire l'étudient. Et donc on a une institution qui va lutter contre une anglicisation galopante, je fais référence ici à la loi Toubon de 1994, tout en imposant paradoxalement finalement l'anglais comme première langue vivante dès le primaire. La répartition des autres langues est liée à la situation géographique. Par exemple, l'allemand conserve sa place de leader dans l'Académie de Strasbourg. Il y a donc finalement une standardisation linguistique qui se trouve consolidée dans le secondaire. En effet, la volonté institutionnelle affichée de diversifier les langues enseignées a conduit en réalité à l'hégémonie de l'anglais et de l'espagnol. Le poids de l'anglais est particulièrement écrasant en tant que langue vivante dite première. Elle concerne 90% des collégiens et des élèves de lycée d'enseignement général. Et cette tendance, pour faire vite, se prolonge à l'université. Alors pourquoi ? Je dirais qu'il y a finalement des facteurs concomitants. Sans doute une mauvaise information aux familles dès le primaire, des représentations inconscientes ou conscientes erronées des langues et des cultures, et puis peu de moyens alloués dans le primaire et le secondaire aux langues. On peut dire aussi que ce qu'on appelle la DHG, la dotation horaire globale par établissement, le budget en fait des établissements est de plus en plus réduite. Cette DHG est de plus en plus réduite pour cause de rigueur budgétaire et limite considérablement les marges de manœuvre dont disposent les chefs d'établissement pour préserver une offre diversifiée au sujet des langues étrangères enseignées. Alors, qu'en est-il de l'enseignement des langues dites d'origine ou minoritaire? Donc, en 20 ans, très rapidement, la population française a augmenté de 11%. Aujourd'hui, on estime la part de la population étrangère à 6% et celle de la population immigrée à 9%. Alors, il y avait en 2020, en France, jusqu'en 2020, des enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, dans certaines écoles, dans quelques collèges et quelques lycées professionnels, avec des accords bilatéraux entre la France et plusieurs pays. Et en 2020, le président Macron a annoncé la disparition de ces ELCO pour lutter contre je cite, le séparatisme islamiste. Donc ces ELCO ont évolué en enseignements internationaux de langues étrangères, les EL, pour mettre fin à terme à la nomination et la rémunération des enseignants par les États étrangers et être, c'est peut-être le point positif, et être ouvert en fait à tous les élèves sans restriction et sans lien avec leur origine. Actuellement, ces EL proposent l'apprentissage en primaire, donc du CE1 au CM2, de 4 langues, l'arabe, l'italien, le portugais et le turc. Alors, si l'institution scolaire autorise l'apprentissage de quelques langues d'origine, elle prend difficilement en compte les nouvelles modalités communicationnelles au sein des classes ordinaires dues à la diversité culturelle conséquente des migrations successives. Alors en revanche, dans certains territoires, les langues régionales ont trouvé leur place à l'école, comme l'ont évoqué les intervenantes précédentes. Donc, en France, on relève 75 langues dites régionales sur l'ensemble du territoire, 26 langues régionales métropolitaines et plus de 40 langues dans les régions et territoires ultramarins. Historiquement liées, ces langues sont historiquement liées à un espace particulier et toujours parlées sur une zone territoriale où le français a été imposé.
Sur le territoire métropolitain, des langues régionales persistent. Quelques-unes sont enseignées, même si leur part reste faible, et elles sont toujours liées, dans ce cas-là, à un territoire et en interdépendance avec des lois ordinaires non constitutionnelles. Alors on peut revenir sur l'exemple du breton ou bien du corse, peut-être. Je n'ai pas le temps ici de revenir sur toutes les langues régionales, mais c'est vrai que le corse et le breton, me semble-t-il, sont deux langues régionales qui ont valeur un petit peu d'idéal type. Très rapidement, dans les années 80, donc les défenseurs de la langue corse ont obtenu que des cours de et en corse soient réalisés directement au sein des écoles de la République. Mais en Corse, la question des droits linguistiques est intrinsèquement liée à celle du mouvement nationaliste. Alors que pour le breton, ça a été dit, il y a une profonde crise de la langue bretonne qui ne concerne qu'entre 5 et 8% de locuteurs, bien que la première école ait été ouverte en 77 dans le Finistère. Mais on ne peut pas aujourd'hui affirmer que l'école ait inversé la tendance du déclin linguistique du breton. Alors l'enseignement du corse ou du breton diffère évidemment de celui des langues dites régionales, créoles, amérindiennes, kanak et polynésiennes, qui sont parlées au quotidien par les enfants dans les territoires d'outre-mer. Et de plus, ces langues de la maison ont un statut vraiment différent dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire au sein même en fait des outre-mer. Donc la volonté politique de reconnaître les langues premières, les langues secondes est bien présente, elle transparaît principalement dans les lois. La politique éducative s'en empare et prescrit. Mais sur le terrain, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le plurilinguisme ne constitue pas encore une évidence. Et de plus, les modalités d'enseignement hétérogènes des langues de France montrent donc une vision plutôt cumulative des langues. Alors, interrogeons-nous très rapidement sur l'enseignement du FLS. Les enfants de migrants représentent sur le territoire métropolitain 70 000 élèves. Ils sont pris en charge dans divers dispositifs. Alors, je n'ai pas le temps de faire l'historique depuis les années 70, mais je dirais que dans le secondaire et en particulier au collège, ils sont majoritairement scolarisés en UPE2A. Cependant, la gestion de ces dispositifs, comme elle est déléguée aux académies en lien avec les flux migratoires, elle aboutit à des conditions scolaires hétérogènes. Les contrastes territoriaux montrent un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest métropolitain. Et ce qu'on peut dire, pour ne citer que Armagnac, elle montre qu'il y a une variabilité d'accès à la scolarisation sur ces territoires qui sont inégalement dotés et qui interprètent différemment les réglementations. Alors, selon les travaux de recherche et les rapports institutionnels, des conditions scolaires inégales apparaissent selon la sectorisation des UPE2A sur le plan national, régional et même académique. Elles sont la conséquence de la politique éducative régionale, départementales et aussi elles sont dues à la politique urbaniste. Ces travaux donc montrent que des conditions matérielles de scolarisation des allophones aboutissent généralement à une scolarité entravée, du moins contrainte, mais même s'il existe quand même des réussites. Alors, comme en France, il y a une corrélation entre le lieu d'habitation et la zone de scolarisation des élèves selon des règles de la carte dite scolaire, le collège unique, de fait, rassemble des collèges très différents. Pour Merle, cela même aboutit, il observe un maillage limité avec des UPE2A globalement situés dans les capitales régionales et plus souvent dans des quartiers défavorisés qu'il associe, dans lesquels il voit en fait une sectorisation socio-économique qu'il qualifie d'ethnographique et de ségrégative. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais l'étude diachronique des circulaires portant sur l'enseignement dédié aux allophones montre une impatience
institutionnelle à inclure les allophones depuis 1973. Or, la recherche a montré que l'appropriation d'une langue seconde nécessite de 3 à 7 ans. Et pour Guetta-Pticofer, les allophones scolarisés en collège sont massivement orientés par défaut parce que l'apprentissage du français ne leur permet pas de réussir, mais les place au contraire dans des situations d'échec et d'exclusion en classe ordinaire. Alors l'impatience institutionnelle à inclure rapidement les allophones en classe ordinaire découle de la paradoxale prescription d'une distinction affirmée des élèves mais non stigmatisante. Donc pour c'est Cortier qui disait que la volonté institutionnelle d'insister sur la temporalité de la prise en charge des enfants allophones montre une volonté antinomique de normaliser sans distinguer et de distinguer en même temps ces enfants. Cette ambiguïté est identique à l'ambivalence accordée au plurilinguisme. Il y a une distorsion entre prescription institutionnelle et réalisation sur le terrain. Or, pour qu'un élève réussisse à l'école, il faut, me semble-t-il, qu'il investisse d'abord les enjeux de l'école. L'apprentissage du français langue seconde ne saurait suffire à une scolarité réussie, tout comme la validation du niveau A1 du CE-CRL en français ne suffit pas à un adulte pour s'inscrire dans la société française. Alors pour conclure, on peut dire que l'institution scolaire doit appliquer des décisions politiques françaises et parfois européennes portant donc sur la place du français. Elle doit également tenir compte de l'évolution du public scolaire, des parcours pluriels des élèves qui sont, eux, consécutifs de problématiques sociales, issues elles-mêmes des évolutions géopolitiques du territoire français. Dès lors, l'institution est placée face à un dilemme, donner toute sa place à la langue française, vectrice d'intégration, tout en offrant un espace à l'identité des apprenants issus de la diversité, vectrice d'insertion et même d'inclusion. Et les choix sémantiques dans les communications institutionnelles, scolaires notamment, montrent cette hésitation en même temps qu'ils reflètent les préoccupations culturelles et sociales associées en creux à la maîtrise de la langue française qui constitue en France un très fort enjeu politique. Dans le cadre des élèves non natifs, la recherche montre que leur plurilinguisme aurait tout intérêt à être reconnu, d'abord parce que la politique linguistique française doit s'accorder avec la politique européenne qui promeut les langues et cultures étrangères. Ensuite, parce que la recherche montre que l'apprenant plurilingue ne peut se réaliser scolairement si sa langue première n'est ni maîtrisée ni même valorisée. Enfin, parce que les répertoires linguistiques pluriels sont de fait présents sur l'ensemble du territoire français, malgré l'enjeu républicain du monolinguisme fantasmé par certains. Je vous remercie.